Bonsoir à tous, bienvenue aux Jean Eustache, bienvenue à cette nouvelle Unipop placée sous le signe de la littérature japonaise aujourd'hui. Vous m'entendez? Désolée, c'est ma première Unipop. J'allais en profiter pour me présenter. Donc, vous savez peut-être que Audrey Payès, la précédente coordinatrice de l'Unipop Art, Littérature et Cinéma, et pas que, puisqu'elle avait d'autres missions ici au Jean Eustache, est partie vers d'autres horizons professionnels. Donc, c'est moi qui la remplace. Je suis très contente d'arriver au Jean Eustache. C'est ma première Unipop, donc voilà. Je suis très contente. C'est la première fois que je vois ce très beau générique sur grand écran, après l'avoir vu plusieurs fois sur les rediffusions sur YouTube. Si vous n'étiez pas au courant, on peut aussi revoir les Unipop en ligne sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vous propose d'accueillir chaleureusement Antonin Béchler. Maître de conférences en études japonaises à l'Université de Strasbourg. Vous avez notamment participé à l'ouvrage collectif Les cinémas d'Asie, Nouveaux regards, sous la direction de Nathalie Bittinger, que vous connaissez peut-être, qui est venue ici il y a 3 semaines, un mois à peu près, sur le cinéma chinois. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un auteur que vous appréciez, Murakami, un auteur qui fait partie de votre corpus d'auteurs privilégiés, j'ai l'impression. Donc vous êtes spécialiste de la littérature japonaise, de la culture populaire japonaise. Et donc je vous laisse entamer votre conférence donc sur Murakami, les passerelles avec le cinéma. Et après, nous vous proposons de voir Drive My Car de Hamaguchi, une adaptation donc de Murakami. Bien, bonjour. Merci beaucoup d'être ici pour m'écouter. Merci à l'organisation, à l'Unipops Pessac. J'arrive tout juste de Lille où j'étais dans le jury de l'agrégation de japonais. Donc je poursuis mon petit tour de France. Je suis très heureux de vous retrouver ici. En réalité, c'est la dernière étape puisque je rentre à Strasbourg dimanche. Et en fait, c'est aussi, selon toute vraisemblance, ma dernière intervention académique avant un bon bout de temps, puisque normalement je devrais quitter la France pour un projet de recherche à Tokyo qui va m'occuper quelques années. Donc j'espère que vous garderez de cette intervention un bon souvenir. Alors, donc je suis là pour évoquer l'œuvre de Haruki Murakami, un petit peu son rapport avec le cinéma, bien que ce ne soit pas ma spécialité première. Et je vais essayer aussi de vous proposer la lecture de 2 petits inédits de Murakami que j'ai traduits pour l'occasion. Alors, en réalité, je suis un peu embêté parce que l'auteur sur lequel je travaille habituellement, c'est plutôt Kenzaburo Oe, qui est un auteur japonais dont vous avez peut-être entendu parler, qui a obtenu le prix Nobel de littérature en 1994. Et dont j'ai dirigé par exemple l'anthologie des œuvres qui est parue chez Gallimard il y a quelques années. Bon, ça m'arrive aussi, heureusement pour vous, de travailler sur Haruki Murakami. J'ai notamment co-dirigé cet ouvrage que vous voyez à droite, un ouvrage collectif d'études sur l'œuvre de Murakami. Donc Murakami Haruki comme phénomène culturel, avec mon collègue de l'université Toyo de Tokyo, Hitoshi Ishida, qui là aussi est paru il y a quelques années. Alors, avant d'en arriver à Murakami, je voulais faire un petit détour pour situer rapidement en fait, la place de cet écrivain dans le temps long de la réception des productions culturelles japonaises en France. En particulier, la littérature et le cinéma qui ont joué un rôle privilégié. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'au japonisme de la fin du 19e siècle qui a fait découvrir les arts, la culture, la civilisation japonaise en France, mais je vais me concentrer sur la littérature et un petit peu le cinéma. Dans ces domaines-là, c'est plutôt dans l'après-guerre que les choses s'accélèrent véritablement, et notamment, je passe un petit peu, 1961 qui a été véritablement une année charnière, puisque elle a vu les grandes œuvres de la littérature japonaise commencer à nous arriver, souvent d'abord traduites de l'anglais. On était alors au Japon, une dizaine d'années après la fin de l'occupation américaine. Il y avait de nombreux spécialistes américains du Japon qui se sont formés, dont des philologues, des traducteurs illustres, comme Donald Keane, Edward Seidensticker, qui se sont mis donc à traduire ces illustres auteurs que vous connaissez sans doute, les Kawabata, Tanizaki, etc. etc.
Pour ce qui est du cinéma japonais, bon, il commence à être connu et salué chez nous, surtout dans les années 50, hein, et la distribution va véritablement exploser à partir de la décennie qui suit. C'est encore en 1961 qu'il y a une très importante rétrospective à la Cinémathèque française, sous l'égide d'Henri Langlois, au cours de laquelle les connaisseurs du Japon, la critique française, découvrent, souvent en version non sous-titrée, hein, donc ils avaient beaucoup de mérite, les chefs-d'œuvre de Ozu, Mizoguchi, Masaki Kobayashi, etc., etc. Et le grand public suivra. Alors, comment s'est faite cette réception critique et publique, hein, quand on lit un petit peu la presse, les hebdomadaires ou les magazines de critique cinéma ou littéraire, souvent sous un angle un petit peu d'appuyer sur les extrêmes et les extrêmes opposés, entre le raffinement extrême de la culture japonaise d'un côté, sa violence de l'autre, sa perversion également, le cas échéant, et l'omniprésence de codes divers et variés, que ce soit ceux du Bushido ou que ce soit les conventions sociales qui corsetteraient comme ça la société japonaise contemporaine. Alors on peut comprendre que venant des œuvres issues d'une culture aussi éloignée que la nôtre, ce soit les extrêmes qui aient pu d'abord nous attirer, depuis l'époque du japonisme jusque dans l'après-guerre. Et il est vrai que le Japon s'est présenté à nous un petit peu comme une énigme. Sur le plan artistique et culturel, je vous le disais, c'est plutôt le raffinement, y compris dans l'épure, de ces productions qui a impressionné les artistes, les collectionneurs, le grand public français. Alors que historiquement, c'est plutôt la question de la violence, évidemment, qui nous a marqués. Une société martiale dominée par les guerriers jusqu'à la dernière seconde de l'entrée dans la modernité au XIXe siècle. Et ensuite, cet aventurisme militaire démesuré qui a abouti, on le sait, à Hiroshima et Nagasaki. Et la coprésence de ces deux dimensions est, me semble-t-il, à la racine de certains des plus fameux objets de fascination que le Japon ait engendré. Les films de samouraï de Kurosawa, la vie, la mort, l'œuvre de Mishima, la guerre, les litres de sang et de boyaux qui maculent les forêts sacrées de Princesse Mononoke de Hayao Miyazaki. Et plus le Japon s'est modernisé, plus ces extrêmes nous ont attirés, parce qu'ils ressortaient d'autant plus sur un fond commun où désormais on est capable de nous projeter. Même s'il faut bien le dire, ces extrémités ont eu tendance à masquer l'existence de cette immense majorité de Japonais qui vivent une vie sans histoire, étonnamment proche de la nôtre. Celle qu'on découvre depuis le début des années 2000 et qui, déployée sur ce fond d'exotisme qui a conditionné notre image du pays, nous apparaît à son tour comme séduisante, rafraîchissante, apaisante. Et c'est vrai que les discours sur la littérature japonaise que j'ai pu observer ces 20 dernières années dans mon entourage, chez les étudiants, dans les médias de masse, se concentrent majoritairement sur cet axe double. Au niveau du cadre des récits, un premier axe qui présenterait à l'une de ces extrémités un exotisme orientaliste attaché à la perception d'une certaine culture japonaise traditionnelle, plus ou moins fantasmée. Et de l'autre côté, je passe un petit peu ici, de l'autre côté, une vie hyper moderne dans une mégalopole ultra urbanisée, elle aussi largement fantasmée. Et les éditeurs français vont jouer de cette perception et la renforcer en y faisant appel pour les couvertures de littérature japonaise contemporaine, traduite en français, avec des clichés de samouraï et de geisha d'un côté, des yakuza, de la trendy girl surmaquillée, des néons de Tokyo de l'autre. Et au niveau de la tonalité des œuvres, telles qu'elles sont perçues, telles qu'elles sont commentées, les discours vont avoir tendance aussi à se concentrer sur un deuxième axe qui opposerait violence au raffinement. Et depuis quelques années, cette distinction va se décliner aussi sur un mode mineur, pourrait-on dire, entre d'un côté l'exotisme d'une ruralité idéalisée, dont l'imaginaire renvoie pour le lecteur français, par exemple, à l'esthétique des films d'animation du studio Ghibli, et de l'autre côté, une urbanité nostalgique du contact humain à petite échelle qui serait celle des petits quartiers populaires de Tokyo, la Shitamati. Par exemple, les romans d'un Durian Sukekawa, grand succès de librairie en France, comme Les Délices de Tokyo, me semblent s'inscrire pleinement dans ce paradigme-là.
En bref, après plusieurs décennies de réception centrée donc sur l'exotisme et l'orientalisme, dans les années 90, on a pu lire la littérature japonaise contemporaine pour souvent la violence frontale, parfois extrême, de ces récits qui semblaient faire ressurgir comme ça le refoulé de son passé récent et de sa société. Et on a découvert aussi à quel point, au-delà finalement de ces différences, le Japon, les Japonais nous ressemblaient. À quel point les problématiques qui obsédaient ces écrivains étaient aussi les nôtres dans ce monde globalisé qu'on partage désormais. Mais la crise économique interminable dans laquelle se débat le Japon depuis la fin du siècle dernier a aussi eu pour effet de replier les attentes de sa population et donc des lecteurs japonais sur la question du devenir individuel, tout en limitant drastiquement les ambitions. Et cette situation a engendré l'apparition de ce qu'on a qualifié au Japon de littérature du réconfort, Iyashi no Bungaku, dont Haruki Murakami, Banana Yoshimoto ou encore Hiromi Kawakami seraient les porte-étendards. Une littérature qui prend soin de se tenir éloignée des questions politiques, des grands idéaux collectifs, pour se concentrer sur les projets individuels et les petits bonheurs de leurs personnages. Raccommoder une vie de couple qui bat de l'aile, réussir sa recette de gâteau dorayaki, ou simplement flâner encore quelques instants dans les ruelles du vieux Tokyo. Et cette tendance, elle a eu en France un succès vraiment retentissant. Elle constitue aujourd'hui l'un des principaux fonds de commerce des éditeurs qui diffusent la littérature japonaise. Elle a contribué à forger cette image d'un Japon atemporel, apaisé, qui paradoxalement est niché dans l'œil du cyclone de la modernité. Une sorte de version 2.0 du mythe du Japon éternel, qui est certes moins chatoyante, mais tout aussi factice, me semble-t-il, que son incarnation précédente. Et il est vrai que par sa modestie, elle exerce une séduction très forte sur le lectorat français, qui y voit l'utopie d'une normalité fantasmée, résiliente aux catastrophes, comme aux pressions rationalistes du capitalisme tardif. Comme si dans le monde chaotique dans lequel nous vivons aujourd'hui, pour notre imaginaire, l'extrême, absolu, inaccessible, c'était cette bulle de normal que peut parfois nous offrir le Japon et sa littérature. Et c'est, je crois, dans ce contexte-là, dans ce passage d'un désir d'extrême, quand on consommait ces productions culturelles japonaises, à ce désir en quelque sorte d'une normalité plus ou moins fantasmée, plus ou moins magique, que s'est située la réception de l'œuvre de Haruki Murakami, qui fait en quelque sorte un petit peu la jonction entre les deux en termes, je dirais, de calendrier de publication chez nous. Alors, donc, Haruki Murakami, il est né en 1949 à Kyoto, et il a grandi à Kobe, donc, qui est une grande ville portuaire à proximité d'Osaka et de Kyoto, ville qui a vu passer notamment un nombre important de GIs américains après la défaite de 1945, et qui a donc été un point de contact privilégié avec la culture américaine. Puisqu'en 1949, le Japon, vaincu de la Seconde Guerre mondiale, est sous occupation américaine et va le rester jusqu'en 1952. Mais avant la culture américaine, c'est d'abord la littérature européenne qui touche le jeune Haruki, qui est encouragé par son père, qui est professeur de japonais et en particulier de littérature japonaise. Et c'est comme ça que dès l'âge de 13 ans, 14 ans, Murakami plonge dans la littérature européenne. Il lit en japonais Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, Balzac, Flaubert, Dickens, etc. etc. Il évoque ainsi sa jeunesse. Je cite une interview de Murakami à l'occasion de la sortie de son roman Kafka sur le rivage en 2002 au Japon. À 15 ans, j'étais peut-être un peu hors norme. Dans un sens, j'étais un enfant tout à fait normal, mais en même temps, j'étais anormalement amoureux des livres. J'achetais des volumes des œuvres complètes de Marx et Engels, édités chez Haute Quixote, donc un éditeur engagé à gauche, avec mon argent de poche, et je les dévorais.
Évidemment, le capital, c'est plutôt difficile à suivre, mais si on s'y plonge sans a priori, finalement, on comprend quand même assez bien. Bon, bien sûr, à ce moment-là, j'avais aussi lu quasiment toutes les œuvres de Kafka, Dostoïevski, etc. Mais évidemment, dans les années 60, il y a un autre mouvement, un véritable bouillonnement culturel qui agite les États-Unis. C'est l'époque du jazz, des beatniks, de Easy Rider, de Bob Dylan, de Richard Brotigan, littérature, etc. Bon, ce qu'au Japon, on va importer et consommer comme relevant de la culture populaire, la pop culture américaine, hein. Et c'est ce que rappelle Murakami dans un entretien en 1992 avec le romancier américain Jay McInerney. Je cite: « Dans les années 60, la culture américaine, elle était si attirante. J'étais très influencé par leur musique, leurs émissions télé, leurs voitures, leurs habits, tout. C'était un monde tellement brillant, lumineux, on aurait dit un monde surnaturel. J'avais 13, 14 ans, j'écoutais leur jazz, leur rock, je regardais leur télévision, je lisais leurs romans, et c'était comme ouvrir un coffre-trésor. Raymond Chandler, Ed McBain, Mickey Spillane. Ensuite, j'ai découvert Scott Fitzgerald, Truman Capote. Ils étaient si différents des auteurs japonais. Ils offraient une petite fenêtre ouverte sur le mur de ma chambre où je pouvais voir un paysage étranger, un monde fantastique. » Donc à cette époque-là, il lisait déjà un éventail assez large de romans occidentaux classiques, pour ainsi dire, mais aussi de fiction de genre américaine, du polar, de la science-fiction, etc., etc. Et il le rappelle, hein, je cite encore Murakami, « Chez moi, mes deux parents sont professeurs de littérature japonaise. Alors mon père a tout fait pour m'apprendre, pour m'inculquer, me transmettre sa passion pour la littérature classique, les notes de chevet de Seisho Nagon, on est à l'époque de Heian, 9e, 10e siècle, le dit des Heike, là on est vers le 14e, quand j'étais petit. J'ai tellement détesté ça, j'ai commencé à lire uniquement des romans étrangers. Je me souviens encore qu'à table, avec mon père et ma mère, on parlait du Manyoshu, donc le premier grand recueil de poésie classique japonais qui date autour du 10e. Ma mère, à cette époque-là, ne travaillait déjà plus comme enseignante après ma naissance, mais ça ne les empêchait pas de discuter encore et encore et d'essayer de m'attirer dans cet univers-là. Mais moi, je voulais absolument pas lire des romans japonais. Et encore moins, et je pensais à aucun moment écrire un roman en japonais au cours de mon enfance. Donc, finalement, son croisement ici des genres, hein, en termes de lecture, est quand même assez particulier par rapport aux jeunes de sa génération, parce que vous avez ce grand écart entre donc, littérature européenne, ces classiques japonais dont quand même il entend parler et qu'il doit bien lire, qu'il le veuille ou non, et cette littérature de genre contemporaine américaine. Et cette mixture, pourrait-on dire, a eu une grande influence hein, sur sa création. Dans une interview en 2003, on l'interpelle ainsi, je cite, « Monsieur Murakami, vous aimez utiliser les schémas d'histoire d'amour, par exemple dans La Balade de l'impossible, ou du polar hard-boiled, ou de la science-fiction dans La fin des temps. Et parfois, vous mélangez même ces différents schémas, comme dans Les Amants du Spoutnik ou les Chroniques de l'oiseau à ressort. Pour quelles raisons utilisez-vous ces schémas, ces tropes ?» Et Murakami répond, « Ça vient de mon histoire de lecture. C'est une histoire de lecture assez bizarre et chaotique. Quand j'avais 18 ans, je lisais beaucoup de romans classiques européens du 19e, principalement Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov, Balzac, Flaubert, Dickens. C'était mes héros. Mais je me sentais en même temps que leur talent était au-dessus de mes capacités. Alors j'ai commencé aussi à lire des livres en anglais. J'ai découvert le monde du polar hard-boiled, de la science-fiction par des grands auteurs comme Raymond Chandler, Kurt Vonnegut, Richard Brotigan, Scott Fitzgerald. Et je les ai tous lus en anglais. C'était une expérience complètement nouvelle, ça m'a beaucoup changé. La base de ma culture, c'est un mélange de classique et de littérature populaire. J'aime utiliser des schémas, des structures comme le polar, la science-fiction, parce que c'est très facile à employer pour moi. Bon, on peut interpréter ça comme une forme de déconstruction, mais dans mon cas, j'emprunte plutôt le contenant plutôt que le contenu de ces romans. Et il rappelle hein, qu'à cette époque-là, il y avait énormément d'étrangers qui vivaient à Kobe, à cause du port, il y avait beaucoup de marins, et du coup je trouvais énormément de livres occidentaux hein, qu'avant de partir, ils revendaient aux librairies d'occasion. Et il rappelle aussi qu'il aimait particulièrement la science-fiction et le polar, parce que c'est des genres qui étaient
écrit dans un anglais comparativement plus simple qu'il parvenait à déchiffrer. Et Murakami va s'intéresser donc à l'anglais, hein, à travers la littérature américaine. Il va aller lire dans le texte ces auteurs. Il va s'inscrire à l'université de Waseda, qui est une université privée assez prestigieuse à Tokyo en 1968, au département d'art dramatique, hein, dans la section cinéma. Il va chercher l'indépendance, hein, par rapport à ses parents et ce père notamment un peu envahissant au plan culturel. Il va participer, mais il se livre très peu sur ce sujet. Bon, on sait que dans une certaine mesure, il a participé aux révoltes étudiantes qui ont secoué le Japon entre 1968 et 1969 notamment. Il y participe à Tokyo, il s'y marie et il ouvre en 1974 à Tokyo un petit club de jazz, le Peter Cat. L'année suivante, il obtient son diplôme de l'université Waseda avec un mémoire de fin d'études qui traite, je cite, du concept de voyage dans le cinéma américain. Et il interprète dans ce travail le voyage d'est en ouest des premiers pionniers américains, hein, comme une expérience fondatrice, en le comparant au voyage inverse d'ouest en est qu'on va souvent voir décrit dans les films du Nouvel Hollywood, et notamment Easy Rider. Alors son lien avec le cinéma, là encore il est très lié à son père, hein, puisque depuis son enfance ils avaient l'habitude d'aller voir un film ensemble au cinéma tous les dimanches, généralement choisi plutôt par son père. Et les genres préférés de son père, c'était les westerns et les films de guerre. Donc, bon, Murakami, longtemps après, a fait une liste, hein, de ces films qu'il a vus avec lui et qui ont laissé en lui une impression profonde. La charge héroïque, Rio Grande, des westerns de John Ford, évidemment. Les Sentiers de la gloire de Stanley Kubrick. Couler le Bismarck de Lewis Gilbert, et évidemment bon, énormément d'autres. Et plus tard, mais seulement un peu plus tard, au lycée, il découvre le cinéma européen d'art et d'essai, notamment français évidemment, hein, de la nouvelle vague qui arrive au Japon également à cette période. Mais bon, il garde quand même une affection particulière pour les films américains de série B qu'il voyait comme ça au cinéma avec son père enfant. Et il est vrai que pour le jeune Murakami, le cinéma, ça a été aussi un peu un refuge pour échapper à cette littérature japonaise et à son ombre de plus en plus envahissante que son père l'avait forcé un peu à appréhender, à apprendre. C'est en partie aussi pour ça, sans doute, qu'il a choisi d'étudier le cinéma à l'université. Bon, ceci dit, ce n'est pas non plus un cas unique, hein. Dans les années 60, énormément de jeunes Japonais de sa génération rejetaient la grande littérature, la musique classique, les arts traditionnels, etc., etc. Et se tournaient plutôt vers le rock, le jazz moderne, la science-fiction. C'était une époque marquée par les révoltes étudiantes, hein, toute la décennie des années 60 d'ailleurs au Japon, hein, j'y reviendrai un petit peu si j'ai le temps. Une époque évidemment de contre-culture, hein, au Japon également. Et à contrario, le père de Murakami, c'était un professeur de japonais extrêmement réputé dans un lycée d'élite. Et donc il s'est efforcé de former son fils pour qu'à son tour, il fasse partie de cette élite intellectuelle, hein, comme lui, ce que Haruki ne voulait pas. Donc ça explique sans doute en partie son choix de privilégier, hein, le cinéma et la littérature de genre étrangère, pour ainsi dire, pour paraphraser le nom d'une certaine émission, hein, des mauvais genres par rapport à ceux que on pourrait dire la doxa, hein, symbolisée par ses parents et son père en particulier, cherchait à imposer. Donc, Murakami, c'est un amateur absolument passionné, hein, de cinéma. Hein. Dans sa jeunesse, il voyait plus de 200 films par an en salle. Il a étudié donc l'analyse de films à l'université Waseda, où il a passé 7 ans, hein, entre 68 et 1975. Il avait intégré cette université parce qu'à l'origine, il nourrissait le projet de devenir scénariste pour le cinéma. Et comme de nombreux autres étudiants à cette période-là, en réalité, il assistait assez peu aux cours. Hein. Ça explique aussi la durée de ses études là-bas. Hein. 7 ans pour une licence, c'est pas non plus exceptionnel, hein, comme résultat.
Mais enfin, il a réussi. Donc il assistait peu aux cours, et en fait, c'est parce qu'il préférait passer le plus clair de son temps à dévorer les vieux scénarios de films qui sont conservés dans la bibliothèque du musée du théâtre de l'université Waseda, et imaginer à chaque fois quelle pourrait être sa version à lui des films en question. Au bout d'un moment, il a réalisé que l'écriture de scénarios, ce n'était pas sa vocation, et donc il s'est engagé dans une autre voie, mais sans quitter, comme vous le savez, le domaine de l'écriture. Alors, bon, un certain nombre de critiques ont recensé les références au cinéma, qu'elles soient nommément citées ou qu'elles soient un petit peu implicites, voire parfois un peu dissimulées par Murakami quand il emprunte des structures ou des thématiques à certains films. Et bon, on bien montré que Murakami a un goût extrêmement large en termes de cinéma américain notamment, mais par contre on ne le lit quasiment jamais mentionné du cinéma japonais. Et il semble afficher une sorte d'indifférence comme ça à l'égard du cinéma japonais, même si on sait qu'en réalité il en regarde. Et d'après ces critiques-là, c'est lié probablement à son refus continuel d'être associé avec le monde de l'art au Japon, que ce soit en littérature ou que ce soit au cinéma. Là aussi, en littérature japonaise, en réalité, il a lu beaucoup plus que ce qu'il veut bien l'admettre. Alors, les références à la culture des films occidentaux populaires qu'on retrouve dans les souvenirs de Murakami, dans ses romans également, bon, en fait, c'est un trait tout à fait distinctif de la nouvelle vague des écrivains japonais de la deuxième moitié des années 70, dont Haruki était un protagoniste, au même titre d'ailleurs que son homonyme Liu Murakami, un autre auteur qui a été abondamment traduit en français, un tout petit peu avant d'ailleurs Haruki Murakami. Et en fait, cette attitude nonchalante, désinvolte, avec laquelle ils mentionnent comme ça dans leurs œuvres ou dans leurs interviews des œuvres de la culture populaire ou des marques commerciales qui sont très nombreuses également à être citées dans les romans de Murakami, c'était un des éléments qui a marqué leur différence avec les générations plus anciennes d'auteurs japonais et qui a contribué à cette époque-là à problématiser la distance entre, d'un côté, la littérature élitiste dont il voulait se détacher et la littérature populaire. C'est vrai qu'on peut difficilement imaginer des écrivains comme Kenzaburo Oe, par exemple, ou Kobo Abe utiliser des références à des films d'action de Hollywood ou des westerns comme contrepoint à des passages essentiels de leurs romans. Ça, c'est certain. Alors, je fais un petit aparté sur ce rapport de Murakami au cinéma. Je reviendrai à sa carrière tout de suite après. Bon, il me semble aussi que la volonté de Murakami de mélanger dans ses œuvres littéraires, évidemment, des références à de la littérature, mais aussi à du cinéma, mais aussi à de la musique, et notamment de la musique populaire, ça participe de cette volonté un peu de déhiérarchiser finalement les productions culturelles, qui est tout à fait typique de ce qu'on voit au Japon dans les années 1980. En mettant en relief en plus donc pas seulement les références culturelles les unes avec les autres. Si vous lisez les premiers romans de Murakami, vous voyez qu'il y est question d'une dernière chanson des Bee Gees, et juste après, le héros lit la critique de la raison pure de Kant, et 2 pages plus loin, à la télévision, il regarde le suicide de Mishima, tout en lisant un roman pulp. Et effectivement, c'est caractéristique de ces années 70, mais plus encore des années 80 au Japon, où on se retrouve face à une sorte de soupe culturelle, où les productions culturelles de divertissement ont fini par remplacer les grands enjeux politiques, philosophiques, etc., etc. L'autre lien assez clair de Murakami au cinéma, il est lié à son écriture, et notamment sa science du montage. Là aussi, je ne m'attarde pas trop là-dessus,
mais si vous lisez ses premiers romans, vous voyez qu'on est face à une esthétique du fragment, une capacité à monter comme ça des extraits, des fragments assez brefs, et de les faire se répondre et de créer comme ça un récit suivi sur la base d'éléments en fait autonomes les uns par rapport aux autres, avec une réflexion qui est assez proche en fait de celle d'un monteur de cinéma. Sans compter le caractère très visuel de certaines séquences de ses œuvres. Et le fait aussi qui a été très souvent relevé, j'y reviendrai peut-être un petit peu si j'ai le temps, que l'écriture de Murakami, sa langue, fait traduction. Ce n'est pas du japonais ordinaire, pour ainsi dire. Ce n'est pas pour autant complexe à lire. Moi-même, avec quelques années d'études de la langue, je lis sans difficulté les œuvres de Murakami dans le texte. Mais on n'est pas là face à un japonais très naturel. Beaucoup de lecteurs et de spécialistes, de critiques de Murakami ont fait le lien avec du sous-titrage. Et on évoquait l'idée que, en fait, en lisant un roman comme ça de Murakami, on a l'impression de lire les sous-titres d'un film qu'on n'a pas, mais que donc on imagine par le biais de la lecture. Alors, pour ce qui est des adaptations, donc vous avez eu peut-être l'occasion tout à l'heure de voir l'adaptation en film d'animation des nouvelles de son recueil « Saut l'aveugle, femme endormie ». Je vous ai mis ici une liste, enfin j'aurais bien aimé que vous voyiez cette... Ah voilà, vous voyez. Je vous ai mis une petite liste, mais en fait, elle n'est pas exhaustive, c'est seulement les longs métrages. Et la chose sur laquelle je voulais attirer votre attention par rapport à ça, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'adaptation de romans. C'est quasiment toujours des nouvelles. Haruki Murakami est très rétif à l'adaptation de ses romans au cinéma. C'est quelque chose qui date de la toute première adaptation, l'adaptation par Kazuki Omori de son tout premier roman « Écoute le chant du vent », qui ne l'avait pas vraiment satisfait, et qui l'avait convaincu que ces romans en fait, ne se prêtaient pas véritablement à l'adaptation au cinéma. Et par contre, il n'a pas du tout la même position par rapport à ses nouvelles. Il est beaucoup plus ouvert. Et c'est vrai que, contrairement à ses romans les plus ambitieux, et notamment ceux qu'il produit depuis la fin des années 90, des grandes sagas comme ça, la nouvelle n'appelle pas forcément de positionnement social, politique à grande échelle. C'est plutôt des instantanés à plus petite échelle d'une vie, d'une situation, d'un moment de celle-ci. Et Murakami est extrêmement doué pour dresser ce type de tableau. Et sa technique narrative, sur laquelle je reviendrai peut-être en fin d'intervention, qui consiste à laisser énormément de place au lecteur, semble taillé pour la nouvelle, qui est par essence un art lacunaire, fragmentaire, qui laisse le lecteur remplir les blancs. Et ça permet évidemment aussi au réalisateur de s'approprier finalement l'œuvre originale, et c'est ce que les meilleures adaptations de Murakami ont su faire. Je pense à Burning notamment. Je pense également à Drive My Car de Hamaguchi, que vous aurez peut-être, si vous restez, l'occasion de voir tout à l'heure, qui est vraiment une de ses meilleures adaptations. Donc, je ferme un petit peu cette parenthèse cinéma et je reviens à cette petit déroulé de la carrière de Murakami. Ok. Donc, je parlais d'une influence double, littérature, pensée européenne d'un côté, et de l'autre côté, l'influence de la nouvelle littérature, mais aussi plus généralement de toute cette nouvelle culture pop américaine des années 60, le cinéma, la musique, etc. Et cette influence double, elle est vraiment déterminante dans l'émergence, l'affirmation de l'écrivain Murakami. Alors Murakami, c'est quelqu'un qui s'est lancé dans la littérature plutôt sur le tard, à la fin des années 70. Il aura eu, en allant voir comme ça un match de baseball de son équipe préférée, la révélation qu'il fallait absolument qu'il se mette à écrire de la fiction. Le problème, c'est que pour écrire, pour transmettre comme ça des émotions d'une manière aussi vivace que ses maîtres américains, Chandler, Fitzgerald, etc., il va se heurter au mur de la langue japonaise.
Et il évoque ce problème au cours de l'entretien avec McInerney que je citais tout à l'heure. J'aimais l'anglais, j'avais la sensation que je pourrais exprimer mes émotions dans cette langue beaucoup mieux qu'en japonais. Mais avec mes capacités limitées en anglais, c'était impossible. Alors ça m'a pris beaucoup de temps avant de pouvoir écrire un roman, a fortiori en japonais. C'est pour ça que je n'ai pas pu écrire jusqu'à mes 29 ans, parce que je devais créer tout seul une nouvelle langue japonaise pour mes romans. Je ne pouvais emprunter aucun langage existant. Et effectivement, Murakami affirme, c'est difficile de savoir si c'est une légende de sa part ou si c'est la vérité, mais en tout cas, il affirme avoir écrit les premières pages de son premier roman, Écoute le chant du vent, en anglais, avant de se retraduire en japonais. Donc c'est difficile à savoir, mais en tout cas, c'est clair que la langue anglaise a eu une influence absolument énorme sur son écriture. Et je vous le disais, l'écriture de Murakami ne correspond pas vraiment à la manière dont on écrit et même dont on parle habituellement en japonais commun. Notamment son usage des interjections qu'on retrouve très souvent dans ses romans. Yarle, yarle en japonais, etc. C'est l'équivalent peut-être du oh well anglais. Ou la présence des pronoms personnels, des je faisais ci, je pensais ça, etc., qui est totalement inhabituel en japonais. Le japonais est une langue qui n'a pas vraiment besoin, dans l'usage courant, d'utiliser les pronoms. Et évidemment, ça génère un effet tout à fait spécifique. La rythmique également de ces phrases, qu'on a beaucoup assimilées à celle du jazz. Bon. Et c'est en particulier ce nouveau langage que vient couronner le prix Gunzo, qui est un prix décerné à des jeunes écrivains, ou des nouveaux écrivains en tout cas, qui est attribué en 1979 à ce premier roman, Écoute le chant du vent. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce roman? Très rapidement, on trouve des références au jazz, une construction très lâche, faite de fragments autour de jeunes personnages plus ou moins désillusionnés qui retournent dans leur ville natale passer l'été entre des amourettes diverses et variées, des petits boulots, etc. Alors que dans la ville d'où ils viennent, peut-être la capitale, peut-être Kyoto, on est en pleine révolte étudiante, mais on a l'impression que c'est un autre univers pour eux. Alors, en fait, ça retranscrit assez bien cet état d'esprit, je crois, de ces jeunes gens de la génération de Murakami Haruki qui ont vu l'échec de ces grandes utopies collectives des années 60. Elles sont remplacées dans les années 70 par la poursuite du confort, la poursuite du bonheur matériel, individuel. Au moment où lui commence à écrire, à la fin des années 70, le Japon s'apprête à entrer dans la période qu'on appelle la bulle économique, une douzaine d'années au cours desquelles le Japon va devenir la deuxième puissance économique mondiale. L'argent coule à flot, on se retrouve dans une société de la consommation à outrance. Et Murakami et ses personnages vont se retrouver du coup pris un peu entre deux feux, entre leur sentiment de désillusion par rapport à ces grands élans, ces grands idéaux collectifs, dont ils sont bien conscients qu'ils sont terminés et qu'on ne peut plus les ranimer. Mais de l'autre côté aussi une forme de dégoût face à cette société de consommation qui s'installe, parce que de leur côté, ils aspirent quand même à quelque chose de plus au niveau spirituel. Donc dans ces premières œuvres, on est face à des jeux typiquement postmodernistes, une esthétique du fragment, de la pose plutôt que de la substance. Mais cette posture ironique, elle dissimule chez les personnages de Murakami un mal-être plus ou moins latent qui a joué également beaucoup dans son succès parce que les lecteurs de ces générations-là s'y sont retrouvés. Alors, en tout cas, ce roman marche bien et Murakami poursuit ses activités d'écrivain tout en se diversifiant. Il se tourne notamment vers la traduction. Et il va mettre comme ça à la portée des lecteurs japonais les romans américains qu'il a lui-même appréciés, en les traduisant ou en les retraduisant. C'est une pratique assez fréquente au Japon. Fitzgerald, John Irving, Chandler, Salinger, etc., etc.
en portant ainsi aussi de nouvelles inspirations et des nouvelles sources à son œuvre personnelle, qui s'étoffe comme ça progressivement de romans plus conséquents qui sont bien accueillis par le public japonais. En particulier, la course aux moutons sauvages en 1982, dont l'introduction d'éléments propres à la littérature fantastique va trancher avec les chroniques de jeunesse qu'ont été ces deux premiers romans. Une histoire un peu absurde de la recherche d'un mouton au pouvoir maléfique qu'un vieux politicien japonais aurait utilisé pour diriger le pays en sous-main et qu'il envoie le héros recherché au fin fond du Hokkaido, au nord du pays. Et on retrouve ici, pour la première fois, enfin la seconde en réalité, parce que c'était un peu la même structure dans Flipper 1973, le motif de la quête. Une quête de signification, une quête donc pour retrouver finalement cet objet, cet être en tout cas pour lequel il est mandé, mais une quête qui tourne à vide. L'objet n'est jamais véritablement trouvé, ou alors c'est pas exactement ce qu'il imaginait ou ce qu'on espérait. Une quête qui mime en fait un peu cette quête de grands idéaux, de révolution, etc., qu'on retrouvait dans les décennies précédentes, mais de manière pastiche. Ça tourne totalement à vide. Avec toujours ce palimpseste des références à la culture pop américaine et cette attitude nonchalante, détachée de son personnage principal qui traverse le récit vraiment en somnambule. Et à cette période, Murakami va multiplier les créations, en parallèle notamment à ses travaux de traduction. Il va publier des nouvelles à un rythme soutenu pour de nombreux magazines. Alors je me proposais de vous lire une petite nouvelle inédite de Murakami. C'est très bref. Une pièce de 1984, très légère, assez espiègle, qui est tout à fait typique de sa production de ces années-là, qui fait partie du triptyque 3 fantaisies allemandes qu'il publie dans le magazine Brutus en 1984, donc qui n'ont pas été traduites, à ma connaissance, en langue étrangère. Alors je vous lis un peu l'incipit en japonais. Sex, seikoi, seiko, kogo, その他何でもいいのだけれど、そういった言葉、行為、現象から僕が想像するものはいつも冬の博物館である。冬の博物館。もちろんセックスから冬の博物館に至るまでにはちょっとした距離がある。何度か地下鉄を乗り換えたり、ビルの地下を通り抜けたり、どっかで季節をやり過ごしたりといった手間もかかる。しかしそういった面倒は初めのうちのほんの何度かだけで、そんな意識の回廊の道のりに一度シュネスしてしまえば、誰でもあっという間に冬の博物館にたどり着ける。嘘じゃなくて本当にそうなんだ。Alors je vous lis la traduction. Ça, je ne sais pas encore, vous me direz. Alors, le sexe, le coït, l'accouplement, la copulation, ou quelle que soit la manière dont on souhaiterait l'appeler. Pour ma part, à chaque fois que je pense à ce mot, à cet acte, à ce phénomène, ce que j'imagine, c'est toujours un musée en hiver. Un musée en hiver. Évidemment, du sexe au musée d'hiver, il y a une certaine distance. Il faut changer plusieurs fois de métro, traverser des sous-sols d'immeubles, passer une saison quelque part. Mais ça, c'est juste les 2 ou 3 premières fois. Aussitôt le parcours bien imprimé en son fort intérieur, quiconque peut parvenir en un rien de temps au musée d'hiver. Ce ne sont pas des mensonges, la plus stricte vérité. Quand le sexe devient le sujet à la mode dans les conversations en ville, que les remous du coït emplissent les ténèbres, je me trouve toujours à la porte du musée d'hiver. J'accroche mon chapeau à la patère, ma veste au porte-manteau, je pose mes gants sur un coin du bureau, je me rappelle que je porte un cache-nez. Je le retire et je le dépose avec ma veste. Le musée d'hiver n'a rien d'un grand musée. Les collections, leur classement, les besoins en termes de gestion, tout ça c'est plutôt à l'échelle individuelle. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de concept très défini. On y trouve la sculpture d'un dieu chien d'Égypte, un rapporteur utilisé par Napoléon III, ou encore une clochette antique retrouvée dans une grotte de la mer Morte. Mais rien de plus. Il n'y a absolument aucun lien entre tous ces objets. Ils sont recroquevillés dans leur boîte, les yeux fermés comme des orphelins perclus de froid et de faim. Le musée est très calme. Il reste encore un peu de temps jusqu'à l'ouverture. Je sors du tiroir du bureau un ustensile métallique en forme de papillon.
Je m'en sers pour remonter la pendule qui trône dans un coin du hall. Après quoi, j'ajuste les aiguilles sur la bonne heure. Il se trouve, sauf erreur de ma part, que je travaille ici. Comme toujours, la clarté paisible du matin et la prémonition sereine du coït à venir emplissent l'atmosphère du musée comme de l'amande fondue. Je fais le tour du musée, ouvre les rideaux, tourne au maximum les robinets des radiateurs. Ensuite, je dispose avec soin les prospectus payants sur la table à l'entrée avant de procéder au branchement approprié. Appuyer sur le bouton A6 de la maquette du palais de Versailles pour illuminer la chambre du roi, etc. Je vérifierai aussi le distributeur d'eau. Je pousse un peu plus au fond le loup d'Europe empaillé pour qu'il soit hors de portée des enfants. Je fais le plein de savon liquide au WC. Je fais tout ça machinalement, sans forcément avoir besoin d'y penser. Après tout, je suis moi-même. Ensuite, je me brosse les dents dans la petite cuisine, je sors le lait du réfrigérateur et j'en verse dans une casserole avant de le réchauffer sur une petite plaque électrique. La plaque, le réfrigérateur, la brosse à dents n'ont rien de particulièrement distingué. Ils viennent du magasin d'électroménager ou de la quincaillerie du coin. Mais comme ils se trouvent dans un musée, chacun d'eux m'apparaît pour ainsi dire muséal. Même le lait semble quelque peu antique, comme s'il avait été trait d'une vache de jadis. Je dois dire que parfois je m'y perds un peu, comme si le musée empiétait sur le quotidien, à moins que ce soit l'inverse. Quand le lait est chaud, je m'installe au bureau pour le boire et ouvrir le courrier accumulé dans la boîte aux lettres. Il y en a de 3 sortes. Le courrier administratif d'abord. Facture d'eau, bulletin de société d'archéologie, notification de changement de numéro de téléphone du consulat de Grèce. Il y a aussi les lettres dans lesquelles les visiteurs font part de leurs observations, leurs encouragements ou leurs reproches. Bon, certes, il faut de tout pour faire un monde, mais quand même, c'est des temps antédiluviens dont on parle. Est-ce si terrible pour eux qu'une jarre à vin de l'époque des Han tardifs soit à côté d'un cercueil mésopotamien? Si les musées ne sont plus source de perplexité et de confusion, où donc les gens iront-ils trouver ces qualités-là, à leur avis? Sans état d'âme, je range ces 2 types de courriers dans les bannettes appropriées avant de sortir d'un tiroir une boîte à biscuits. J'en mange 3 et je termine mon lait. Après quoi, j'ouvre les dernières lettres. Celle-là émane du propriétaire du musée et son contenu est très sobre. Les instructions y sont tracées à l'encre noire sur un élégant Bristol couleur coquille d'œuf. 1. Emballer le vase numéro 36 et le ranger dans les réserves. 2. À la place, exposer le socle à sculpture A52 sans la sculpture, à l'emplacement Q21. 3. Changer l'ampoule de l'emplacement 76. 4. Afficher à l'entrée les jours de fermeture du mois prochain. Bien entendu, j'obéis à ces instructions. J'enroule le vase 36 dans du papier bulle, je le range avant de traîner à sa place le socle A52 qui se trouve être atrocement lourd. Je monte sur une chaise et je remplace l'ampoule A76 par une neuve. Bon, le socle n'a rien d'extraordinaire à part son poids. Le vase 36 était apprécié des visiteurs et l'ampoule était comme neuve. Mais je n'ai pas mon mot à dire sur ce sujet. J'ai fait ce qui m'était demandé, après quoi j'ai débarrassé ma tasse et la boîte de gâteaux. L'heure de l'ouverture approchait. Devant le miroir des WC, j'ai arrangé ma coiffure, vérifié le nœud de ma cravate et me suis assuré que mon pénis était bien en érection. Tout était en ordre. Le vase 36, le socle A52, l'ampoule, mon érection. Le sexe vient s'écraser contre la porte du musée comme la marée. Les aiguilles de la pendule tracent l'angle aigu des 11 heures. La lumière rasante de l'hiver semble lécher le sol, pénétrant au cœur de la pièce. Je traverse doucement le hall, soulève le loquet et ouvre la porte. À cet instant précis, tout change. La lumière s'allume dans la chambre de Louis XIV. Le lait dans sa casserole cesse de perdre sa chaleur. Le vase 36 sombre dans le sommeil comme dans une gelée invisible. Au-dessus de ma tête, des hommes pressés tournent en rond en faisant claquer leurs talons. Je cesse de comprendre qui que ce soit. Je vois qu'il y a quelqu'un à la porte. Mais peu importe tout ça, on s'en fiche de la porte. Parce que quand je pense au sexe, je me retrouve toujours dans ce musée en hiver et qu'on y est tous là, blottis, comme des orphelins en quête de chaleur. La casserole est dans la cuisine, la boîte de gâteaux dans le tiroir, et moi, je suis dans le musée en hiver. Voilà. Merci beaucoup. Ce n'est pas la traduction officielle, hein. Donc, vous m'enverrez vos complaintes quand celle-ci sortira, j'espère. Un jour, que la traductrice attitrée de Murakami, Hélène Morita, s'en chargera. Alors,
Donc on est au milieu des années 80. Murakami part voyager à l'étranger et il publie en 1985 La fin des temps, un roman de science-fiction cérébrale qui lui vaut le prestigieux prix Tanizaki. Ça fait partie de ces romans pour lesquels on devine assez clairement des influences du cinéma, mais elles ne sont pas forcément toutes assumées par Murakami. Il cite souvent Alphaville, par exemple, de Godard. Mais moi, mon hypothèse, c'est que ce roman est calqué en fait sur le film de Ridley Scott, Blade Runner, qui est sorti au Japon en 1983, au moment où Murakami commençait à travailler sur ce livre. Et on y retrouve cette même atmosphère de science-fiction très cérébrale, avec un détective qui lit des rêves. Il y a un certain nombre de séquences, notamment la séquence finale, qui semble un petit peu comme ça calquée sur le film de Scott, qui est adapté donc de cette nouvelle de Philippe K. Dick. Mais bon, il faudrait demander au principal intéressé. Alors, avant que j'oublie également, ce roman-là est en fait la réécriture et l'amplification d'un récit qu'il avait fait paraître dans une revue. Il y avait une première version un petit peu avant et qui s'appelait La ville et ses murs incertains. Et là, il y a 2 ans, en fait, Murakami a repris cette première version et en a fait un nouveau roman qui est paru là l'année dernière au Japon et qui devrait pas trop tarder à paraître chez nous. Donc il y a désormais 3 versions plus ou moins différentes d'un même finalement récit initial. Donc si vous avez lu La fin des temps, que vous l'avez apprécié, vous apprécierez sans doute La ville aux murs incertains. Si ce n'est pas le cas, eh bien, ça risque d'être plus difficile. Alors, à cette période-là, Murakami multiplie les séjours à l'étranger, en Europe, aux États-Unis, et il va publier en 1987 ce qui va être son plus grand succès commercial, jusqu'à son explosion sur la scène internationale dans les années 2000. Donc, Norway no Mori, Norwegian Wood, traduit d'après le titre de la chanson bien connue des Beatles, traduit chez nous, pour je ne sais quelle raison, peut-être des raisons de droit, sous le titre un peu étonnant, La balade de l'impossible. Donc c'est un roman qui va se vendre très vite à plus de 2 millions d'exemplaires au Japon et qui va en fait propulser Murakami au rang de célébrité du milieu littéraire. C'est un roman qui occupe une place un petit peu à part dans la bibliographie de Murakami, dans le sens où ça va être la dernière à ne présenter aucune intrusion de ce fameux fantastique aux teintes baroques qui va devenir l'une des marques du style de Murakami. La balade de l'impossible traite plutôt de cette sensation comme ça de ne pas être bien ajusté au monde qui nous entoure, qui est un peu le thème majeur des œuvres de Murakami à cette période de sa carrière. C'est un roman qui s'attache au motif du rapport à l'autre, de ses difficultés et de son corollaire, l'incommunicabilité, qui est souvent citée comme étant la thématique principale de Murakami. Alors, bon, c'est un roman dont je ne vais pas ici rappeler l'intrigue, qui tourne autour d'un triangle amoureux entre plusieurs jeunes personnages à la fin de ces fameuses années 60, et que se remémore le personnage principal plusieurs décennies après. Des relations tragiques, puisqu'elles impliquent des situations de grande souffrance psychologique, de suicide pour certains de ces personnages. Alors même que le bandeau porte la mention que vous pouvez lire en japonais, en bas à gauche, là, 100% no renai shousetsu, 100% roman d'amour, garantie 100% roman d'amour. Et cette mention-là, elle fait écho, en fait, je crois, cette mention un peu volontairement, un peu racoleuse, un peu publicitaire, elle fait sans doute écho à cette multitude de signes consommables, des marques, des noms d'artistes, des descriptions sous forme de longues énumérations de noms de chanteurs ou de produits qui forment un peu cet univers urbain décrit par Murakami.
dans lequel évoluent ici des personnages totalement hagards, hein, déconnectés d'une part d'une réalité historique qui, je vous le disais tout à l'heure, était pourtant explosive, hein, à la même période, et qui ne parviennent pas à communiquer. Et qui laisse finalement le personnage principal, hein, qui est, comme l'écrivait Murakami, le principal survivant de ce récit, hein, que cette révélation assez maigre, hein, la mort n'est pas l'inverse de la vie, elle en est une partie. Et c'est là, je crois, que Murakami voulait en venir avec ce roman, hein, en recyclant, selon ses propres termes, les codes de ce bon vieux réalisme. Les relations humaines comme vecteur de souffrance, mais aussi de croissance. Et en ce sens, je crois qu'on peut dire que la relation à autrui, aussi imparfaite, porteuse de souffrance, hein, qu'elle soit, elle reste à ce stade, hein, de l'œuvre de Murakami le seul point d'ancrage possible de ces personnages dans un réel de plus en plus instable. Et cette instabilité de la réalité, ça va être l'un des autres grands motifs de Murakami au fil de son œuvre. Il va reprendre les thématiques baroques du double, par exemple, dans La fin des temps, dans Les amants du Spoutnik, de la réalité en miroir ou multiple, la notion un peu de multivers, hein, un peu ce que proposait quelqu'un comme David Lynch, par exemple. On retrouve ça dans le roman de Murakami, Chronique de l'oiseau à ressort, qui doit énormément à la série Twin Peaks de David Lynch, que Murakami regardait lors de son séjour aux États-Unis quand il écrivait ce roman. Donc il va introduire des réalités parallèles, des créatures fantastiques, des vilains de contes de fées également. Inonder comme ça ces récits de métaphores, de rapprochement du règne animal, végétal, minéral et humain. Et c'est sans doute une volonté pour lui, qui a vécu comme ça cette disparition, hein, des grands idéaux collectifs de l'après-guerre, hein, et qui fait évoluer comme ça ces personnages dans un monde qui leur paraît désormais vide de toute signification, hein. Les personnages de Murakami sont en quelque sorte en deuil permanent de cette fin comme ça des idéaux. Et en même temps, Murakami va la souligner en nivelant tout par la superposition de références à des objets de consommation culturelle, de l'histoire, politique, tout est au même niveau. Et on ressent quand même chez lui la volonté de retrouver quelque chose de plus profond, hein, mais qui est lié en même temps à un refus de tout parti pris idéologique, moral, politique, vu les échecs des années 60. D'où sa proposition d'une certaine forme de vitalisme, pourrait-on dire, hein, si on parlait comme Bergson, qui est cité parfois par Murakami, d'une forme d'harmonie universelle, comme ça, sous-jacente, souterraine, qui renouerait les liens physiques de l'homme moderne à son environnement naturel et social. Mais ça se fait dans des dimensions qui sont au-delà du social, du politique, etc., et qui virent sur le magique. Et c'est vrai que cette volonté de conjurer une sorte de totalité magique, hein, au secours d'une réalité moderne tout à fait désenchantée, ça a permis à Murakami d'enrichir son univers romanesque, de ne pas l'enfermer, hein, dans la voie du nihilisme. Mais ça lui a valu aussi un accueil critique assez partagé au Japon, où on a pu lui reprocher son détachement. Un détachement tout à fait révélateur des modes de pensée contemporains au Japon, mais on a pu le considérer comme problématique à travers la tendance qu'aurait Murakami à nier, voire à accommoder sur le mode magique des faits historiques, des réalités sociales, etc., etc. Mais finalement, cette posture de détachement adoptée par Murakami au début de sa carrière, en fait, elle est assez typique des écrivains de sa génération, hein, je le disais tout à l'heure. Hein. C'est vrai que passé les années 50, qui sont les années un peu de la découverte de la démocratie parlementaire au Japon, et ce qu'on a appelé la décennie politique des années 60, avec tous ces mouvements révolutionnaires notamment, mouvement pour découpler le Japon de sa tutelle américaine aussi.
bon, la littérature japonaise s'est retrouvée un petit peu plongée dans un état un peu d'hibernation par rapport à cette notion d'engagement, que ce soit politique ou social. Il y a eu quelques écrivains qui ont fait de la résistance, je pense à Kenzaburo Oe notamment, mais la majorité des écrivains nés après la guerre avaient adopté une posture de détachement. Et le parcours de Murakami, il est assez exemplaire. Il est étudiant à Waseda, je le disais tout à l'heure, et donc il est quand même privilégié pour assister aux premières loges à ces mouvements étudiants, à ces soubresauts politiques, et c'est bien le problème, parce qu'il voit le résultat. Le résultat à la fin des années 60, c'est un dénouement un peu en queue de poisson, puisque ces mouvements, pour certains d'entre eux, virent dans le terrorisme. D'autres dans les luttes internes avec des assassinats assez réguliers qui perdurent encore aujourd'hui sur des groupuscules de quelques dizaines de membres de telles factions marxistes ou maoïstes, etc. Lynchage interne qu'on retrouve par exemple chez les militants du groupe l'Armée Rouge japonaise, Lengo Sekigun, l'Armée Rouge unifiée, qui en 1972 prennent en otage des gens dans un chalet à Asama vers Nagano, et l'assaut des forces de l'ordre est retransmis en direct par les caméras de télévision, et ce moment est généralement cité dans l'histoire du Japon contemporain comme le moment où les Japonais se détournent de la politique, en disant bon, si c'est pour en arriver à ça, passons à autre chose et intéressons-nous plutôt au quotidien, à notre bien-être individuel, etc., etc. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que ces dernières années, on a assisté à un certain retour en grâce de l'engagement, y compris dans la littérature au Japon, qui a réinvesti comme ça le champ sous des formes nouvelles. Notamment parce que, contrairement à ce que les grands théoriciens au Japon comme aux États-Unis annonçaient comme la fin de notre histoire, l'avènement comme ça d'une sorte de présent éternel, dans lequel il ne se passerait plus rien et on serait tous heureux dans une société, la société du capitalisme tardif. Ça, c'est pas vraiment passé comme ça. Et on a eu, en particulier au Japon, une série d'événements dramatiques qui ont fait ressurgir cette histoire qu'on croyait un petit peu sortie comme ça par la fenêtre. A commencer donc par le tremblement de terre de Kobe, qui est donc la ville d'où est originaire Murakami, qui va évoquer dans son recueil de nouvelles après le tremblement de terre en 2000, suivi immédiatement, et cette proximité des événements a énormément marqué les Japonais, par les attentats commis par la secte Aum au gaz sarin dans le métro de Tokyo le 20 mars 1995. C'est 13 morts, plus de 6000 blessés. Que Murakami va traiter également dans un recueil d'entretiens avec des victimes underground. On peut citer aussi, en termes de déliquescence sociale, toutes ces affaires de jeunes adolescents entre 14 et 17 ans qui pètent un plomb et qui se mettent à assassiner leurs parents, leurs camarades de classe, etc. Notamment cette fameuse affaire de Kobe, là encore en mai 1997. Avec un jeune collégien qui décapite une camarade de classe et qui fiche sa tête sur le portail de son école, que Murakami va évoquer dans son roman Kafka sur le rivage. Et évidemment, le moment suivant, c'est celui du 11 mars 2011, celui du séisme du littoral oriental du Japon et de l'accident nucléaire de Fukushima, que Murakami évoque également dans son avant-dernier roman, Le meurtre du commandeur. Et en fait, ce sont ces deux événements-là de 1995, le tremblement de terre de Kobe, les attentats de la secte Aum, qui, je crois, sont les plus importants pour expliquer l'évolution de la carrière et de la teneur de l'œuvre de Murakami. Il y a vraiment deux périodes dans son œuvre, avant et après 95. Et c'est vrai que depuis 95, Murakami multiplie comme ça les déclarations dans lesquelles il souligne une volonté de passer d'une position de détachement à une position d'engagement.
avec un sens assez particulier, hein, je cite ici. Il utilise les mots anglais de detachment et commitment. Donc l'engagement social dont je parle, ça c'était en 2002, ça ne signifie pas forcément s'engager politiquement. En tant que romancier, être intégré de manière efficace dans les rouages de la société, écrire des romans qui fonctionnent vraiment, pour moi c'est aussi une forme importante d'engagement social. Et je pense que de cette manière, il est possible d'être en même temps individuel et collectif. Et c'est vrai que ça tranche hein, avec son attitude précédente. Là, il se remémore en discutant avec le psychologue jungien Hayao Kawai en 1996. Quand j'y pense, au moment des luttes étudiantes de 68-69, savoir pourquoi s'engager, c'était la question centrale pour moi. C'est pas que j'avais une volonté politique bien précise, mais je cherchais la meilleure façon d'engager cette volonté, aussi imprécise soit-elle. Le problème, c'est que l'éventail de choix était extrêmement réduit. C'était ça la vraie tragédie. Quoi qu'il en soit, pour notre génération, cette époque a été celle de l'engagement. Mais les mouvements ont été réprimés, écrasés, et en un instant, on est tous passés au détachement. Je crois que c'est valable pour toute ma génération, et pas seulement pour moi. Et c'est vrai que quand on lit ses premiers romans hein, et ses premières nouvelles, dans lesquelles on a cette jeunesse désabusée, qui tourne le dos aux luttes étudiantes hein, pour leur préférer l'hédonisme, la culture pop américaine, semble confirmer hein, cette appréciation-là. Et en fait, la conversion de Murakami à une certaine forme d'engagement, elle remonte plutôt un petit peu avant au séjour qu'il fait aux États-Unis entre 91 et 95. Depuis le milieu des années 80, Murakami a quitté le Japon. Il vit en Europe, en Grèce, ailleurs, et ensuite aux États-Unis, parce qu'il ne supporte plus l'ambiance ultra-consumériste du Japon de ces années-là. Et aux États-Unis, il est marqué notamment par le climat profondément anti-japonais qui règne à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a des tensions commerciales liées aux exportations japonaises, hein, qu'on accuse d'envahir le monde avec leurs voitures, leurs motos, leurs magnétoscopes à pas cher, etc. etc. Et qui s'enchaînent sur la première guerre du Golfe en 1991. Et Murakami commence à s'interroger de nouveau sur des questions historiques, hein, des questions collectives. Et c'est le rapport aussi problématique des Japonais à leur histoire. Et c'est des thèmes qu'on va retrouver hein, dans le roman qu'il est en train d'écrire. Ce roman-là, c'est vraiment, je crois, le tournant dans l'œuvre de Murakami, Chronique de l'oiseau à ressort. Par son ampleur, d'une part, c'est 3 volumes, plus de 1500 pages en japonais, par l'ampleur de son intrigue et par l'émergence des thématiques qui étaient jusqu'alors plutôt en sourdine hein, chez Murakami. La question du mal, par exemple, prise dans une perspective historique hein, qui se déploie ici avec en toile de fond le conflit armé très court mais très violent qui a opposé les Japonais et les Soviétiques à la frontière mongole en 1939. Et c'est avec ce roman que Murakami inaugure en quelque sorte cette nouvelle attitude d'écrivain plus engagé. Ce qui lui-même à cette période-là, hein, mes œuvres, depuis Chronique de l'oiseau à ressort, elles ont tendance à perdre un peu à peu leur caractère de sophistication, de légèreté citadine, et on y retrouve en contrepartie une certaine volonté d'implication chez mes personnages. Je réfléchis en ce moment énormément au concept d'engagement ou d'implication. Quand j'écris, l'engagement, c'est devenu quelque chose de très très important pour moi, même si avant c'était plutôt le détachement. Et c'est au moment où il est aux États-Unis hein, et qu'il met la dernière main à ce roman que surviennent donc en janvier 1995 le tremblement de terre de Kobe et en mars l'attentat perpétré par la secte Aum dans le métro de Tokyo. Et ces deux événements achèvent de reconnecter en fait Murakami au Japon. Il rentre au Japon, donc des États-Unis, et il décide de réaliser un recueil d'entretiens donc des victimes de l'attentat et un recueil de nouvelles hein, autour du tremblement de terre.
Alors, ce recueil d'entretiens, il est titré Underground. Et pour le justifier en fait ce projet, Murakami évoque sa volonté de réaliser une photographie au niveau du sol des événements, parce qu'elle lui semblait nécessaire pour mieux les comprendre, pour trancher aussi avec le traitement médiatique extrêmement racoleur de cet événement au Japon, extrêmement sensationnaliste. Le désir aussi de redécouvrir le Japon et les Japonais, une manière de rattraper moralement, mais aussi factuellement, son désintérêt pour son pays et son exil volontaire d'une dizaine d'années. C'est ce qu'il écrit, je voulais en savoir plus sur le Japon, sur les Japonais, je voulais rencontrer le plus de gens possible, les écouter me raconter leur histoire sur un sujet défini. Je voulais entrecroiser le processus dans lequel moi je raconte une histoire et celui où eux, ils raconteraient la leur. Réexaminer les faits, la réalité. Donc, Underground propose une radiographie du Japon moyen en 1995 qui permet à l'écrivain de redécouvrir cette réalité quotidienne, ces vrais gens comme ça qui n'avaient pas vraiment droit de citer dans son œuvre de fiction jusque-là. Jusqu'à présent, ces héros étaient plutôt isolés, individualistes. Ils n'étaient pas vraiment en rejet contre la société japonaise, mais ils s'efforçaient autant que possible de ne pas s'y impliquer. Et ce que va faire ensuite Murakami, c'est essayer de proposer en fait des récits qui pourraient s'opposer en quelque sorte à ces récits aberrants tels que ceux construits par la secte Aum qui mélangeaient comme ça un peu des idées issues de la tradition bouddhique, tantrique, chrétienne, avec des éléments apocalyptiques, millénaristes, tirés des derniers dessins animés à la mode. Et donc proposer comme ça des récits qui permettent de s'opposer à ce type de récits aberrants. Et il me semble que dans son recueil de nouvelles paru en 2000, après le tremblement de terre, il ajoute dans la version publiée, parce que les nouvelles au Japon, les romans aussi d'ailleurs très souvent, sont plutôt prépubliés dans les revues littéraires avant de sortir en volume. Il ajoute une dernière nouvelle qui met en scène un jeune écrivain et il conclut sur quel genre de roman est-ce que je devrais écrire après tous ces événements, les tremblements de terre, etc. etc. Un roman dans lequel quelqu'un rêverait qu'il tiendrait enlacés ceux qu'il aime dans la lumière d'un jour qui se lève. Je crois que c'est ça, le projet de Murakami depuis. Alors c'est vrai qu'on est proche de ce qu'on pourrait qualifier dans le contexte japonais de littérature de réconfort. Ça, c'est tout à fait certain. Mais en tout cas, Murakami va s'efforcer de mettre en pratique ce programme qu'il avait déjà entamé dans Chronique de l'oiseau à ressort, dans ses romans ultérieurs. Des récits entre guillemets, de gens normaux qui se battraient pour ceux qu'ils aiment, menacés par un danger aux contours flous, une sorte de construction comme ça, protéiforme, aux accents occultistes, qui renvoie à un imaginaire qui évoque celui de la secte Aum. Combien de temps il me reste ? Un quart d'heure. Très bien. Je voudrais vous lire encore un petit inédit. Oui, ok. Alors, ce qui, moi, m'intéresse, mais aussi me surprend un peu dans ces romans ultérieurs de Murakami, c'est le fait qu'il s'organise sur une logique qui est tout à fait récurrente, immuable, pourrait-on dire. Vous avez un personnage principal qui entame un peu malgré lui une quête héroïque, ponctuée d'étapes types prédéfinies, des étapes telles qu'on a pu les retrouver dans les travaux des formalistes, avant que le cinéma hollywoodien s'empare de la recette, dans le sillage des travaux d'un Joseph Campbell sur le monomythe, par exemple. Et Murakami assume tout à fait. Il dit, jusqu'à présent, dans mes romans, la forme la plus fréquente, c'était celle de type quête du Graal, dans laquelle on recherche quelque chose, mais cette chose finissait par disparaître, alors que depuis Chronique de l'oiseau à ressort, récupérer cette chose, c'est devenu l'enjeu majeur.
Et c'est vrai aussi que je crois dans les romans les plus récents de Murakami, la réalité quotidienne, la réalité de tous les jours, pourrait-on dire, elle va remplir avant tout une fonction d'antichambre, en quelque sorte, vers l'outre-monde de ces contes merveilleux. Et la réalité à laquelle on s'en retourne à la fin de l'aventure, telle qu'on la retrouve dans ces œuvres-là, en fait, elle est représentée par un espace individuel, beaucoup plus réduit, qui est celui plutôt de la cellule familiale. Et chez Murakami, ça se limite d'ailleurs généralement au couple. C'est assez rare qu'il aille au-delà de ça. Et c'est ce qu'il nous dit, hein, l'engagement, c'est l'implication d'une personne pour une autre. Dans Chronique de l'oiseau à ressort, le héros est appelé par plusieurs personnages à s'engager auprès d'elle, mais son épouse Komiko le fuit, elle disparaît, mais c'est pour elle qu'il est prêt à s'engager. Et c'est vrai que tous les romans ultérieurs vont suivre un peu le même paradigme. Hein. Le héros des Amants du Spoutnik qui cherche à ramener comme ça son ami sommeilé de l'autre monde. Marie qui entame sa quête à travers Tokyo pour retrouver sa sœur disparue. Le héros qui fugue pour retrouver sa vraie famille, entre guillemets, dans Kafka sur le rivage. Ou le couple de héros, Tengo et Aomame, dans 1Q84, qui cherchent à s'extirper comme ça d'une réalité avec laquelle ils n'ont plus vraiment de connexion, pour se retrouver et construire enfin, je cite l'un des derniers passages, un monde rien qu'à eux deux, dans lequel ils seraient enfin connectés. Et finalement, le héros du meurtre du commandeur, qui entame comme ça lui aussi un voyage vers l'outre-monde pour sauver celle qui pourrait être une réincarnation de sa petite sœur disparue et retrouver son épouse qu'il a quittée. Alors je termine rapidement, j'accélère un petit peu. Mais... Ce qui m'intéresse aussi dans cette construction narrative de ces romans récents de Murakami, et à mon avis ce qui est l'une des causes de leur succès, c'est que Murakami n'impose pas de cause directe aux différentes étapes de ses récits. Il propose des signes, des mots qui sont plus ou moins connotés, et le lecteur, c'est lui qui va les connecter en les chargeant de signification pour que le récit puisse faire sens pour lui. Les connotations, notamment psychanalytiques, de ces mots, le squelette narratif qui est constitué comme ça des différentes étapes de ce récit type, les fonctions des personnages, tout ça va guider le lecteur dans sa lecture. Et je crois que c'est cet investissement particulier du récit par les lecteurs qui est prévu par la narration murakamienne, qui ménage volontairement des blancs, explique en fait largement l'attachement que lui vouent ces lecteurs, qui les voient comme ça projetés sur ces récits des préoccupations, des obsessions et leur grille de lecture, une grille somme toute tout à fait personnelle. Mais je crois qu'on peut soutenir aussi que finalement fournir à ces lecteurs des romans fonctionnels de ce point de vue-là, peut-être que c'est justement ça l'objet de cet engagement dans le sens que Murakami lui donne. Il nous présente un univers chaotique, à première vue, incompréhensible, une avalanche d'informations hétéroclites, déhiérarchisées, qui nous tombent dessus, c'est l'image même du monde dans lequel nous vivons, qui nous appartient à chacun de décoder selon nos propres grilles de lecture personnelles, sans certitude quant à la pertinence de notre interprétation. Et les romans de Murakami n'imposent pas de messages politiques ou éthiques. Mais le voyage auquel ils invitent le lecteur l'engage au moins à garder les yeux ouverts sur ses semblables, sur le monde qui l'entoure, pour mieux se comprendre, pour y trouver sa place, donner également leur juste place aux autres, les autres qui sont toujours les fils conducteurs dans ces romans pour se guider dans le chaos de ce monde et lui redonner du sens. Donc l'œuvre de Murakami, je crois, elle est appréciée aussi comme une forme de thérapie, de mise en présence à chaque fois à ces autres, de tentative de rétablir des liens interpersonnels. Et en ce sens, elles sont souvent moins lénifiantes que d'autres contes de fées modernes, parce qu'elles mettent en scène des personnages qui sont moins idéalisés.
Ce sont des personnages qui sont souvent cabossés, en souffrance. Des personnages masculins qui sont souvent montrés comme extrêmement faibles, en proie à différentes obsessions ou perversions. Et ce sont des romans qui s'achèvent rarement sur un happy end, mais plutôt sur l'esquisse d'un lien renoué. Donc je crois que sous l'apparence des grandes sagas comme ça, totalisantes, les romans de Murakami s'attachent avant tout au traitement plutôt de traumatismes individuels. En particulier, comme le soutient mon collègue Miharu Nakamura, de ce qu'il appelle les troubles de l'attachement. Et je crois que le dernier roman de Murakami, dont la traduction devrait sortir donc en fin d'année, chez nous, en début d'année prochaine, il s'inscrit lui aussi totalement, me semble-t-il, dans ce paradigme-là. Donc je voudrais terminer cette intervention en vous proposant un petit extrait inédit que j'ai choisi parmi les chapitres les plus légers de l'œuvre, que je ne vais pas vous divulgacher. C'est un passage tout à fait autonome dans l'économie du récit. Donc je vais terminer sur cette petite lecture. Donc au moment du passage, le personnage principal a 17 ans, sa jeune amie 16 ans. Ils se sont rencontrés à la remise de prix d'un concours de dissertation, et puis ils entament comme ça timidement une relation amoureuse. Alors, je me souviens d'un rêve. Pour être précis, je devrais dire une partie du rêve que tu m'avais raconté dans une lettre. C'était une longue lettre de 8 feuillets écrits à l'horizontale. Tes lettres, tu les écrivais avec le stylo à encre que tu avais reçu comme 2e prix du concours de dissertation. L'encre était toujours bleu turquoise. On s'écrivait toutes nos lettres avec le stylo qu'on avait gagné à ce concours. C'était comme un accord tacite entre nous. Ces stylos, ils n'avaient rien de très luxueux, mais pour nous, ils avaient une grande valeur sentimentale. C'était nos trésors et un lien qui nous unissait. Moi, j'utilisais de l'encre noire, la même couleur que tes cheveux, noir de jet, true black. Ta lettre commençait ainsi. Je vais te raconter le rêve que j'ai fait hier soir. Tu étais dedans, mais un tout petit peu. Désolé, c'était pas un rôle très important, mais comme c'est un rêve, j'y peux rien. C'est pas moi qui les fabrique. C'est quelqu'un qui me les donne comme ça, tout à coup. Tiens, et j'ai aucun contrôle sur le contenu, a priori. Mais dans les pièces de théâtre et les films, c'est important, les seconds rôles. Ils jouent beaucoup sur l'impression qu'on en retire. Alors même si t'as pas le rôle principal, prends ton mal en patience et essaye quand même de viser l'Oscar du meilleur second rôle masculin. Enfin, en tout cas, quand je me suis réveillé, j'avais encore le cœur qui bat, souligné après coup d'un trait épais de crayon. Parce que pendant un moment, j'avais l'impression que tu étais encore là avec moi. D'ailleurs, ça aurait été plutôt sympa que tu le sois vraiment. Je plaisante, bien sûr. Comme toujours, j'ai tout de suite écrit le contenu exhaustif, comment ça s'appelle déjà, du rêve dans mon cahier avec un vieux crayon usé. C'est la première chose que je fais quand je me réveille, que ce soit le matin ou au milieu de la nuit, que je sois à moitié endormi ou en retard pour partir, j'écris toujours le contenu du rêve que je viens de faire dans mon cahier, le plus précisément possible. J'ai jamais tenu de journal intime sur la durée. J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai jamais tenu plus d'une semaine. Mais pour ce qui est du contenu de mes rêves, je le consigne tous les jours sans exception. Dire que je tiens pas de journal intime, mais que j'enregistre mes rêves avec autant de sérieux, c'est presque avouer que ce qui se passe en rêve a plus d'importance pour moi que ma vie réelle de tous les jours, n'est-ce pas? Mais c'est pas vraiment comme ça que je vois les choses. Puis bien sûr, la vie de tous les jours n'a rien à voir avec ce qui se passe dans mes rêves. Autant comparer le métro à une montgolfière. Comme tout le monde, je suis ligoté à ma vie de tous les jours, les pieds solidement arrimés à la surface de la Terre. On ne peut pas se libérer de la gravité, aussi fort ou aussi riche soit-on. Mais en ce qui me concerne, quand je me glisse entre mes draps et que je m'endors, le monde des rêves dans lequel je me retrouve, il est tellement vivant, quasiment autant que la réalité. Et fréquemment, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce mot, il est même plus réel encore. Ce qui s'y passe, c'est presque toujours des choses incroyables, absolument imprévisibles. Et c'est pour ça qu'après, des fois, j'arrive plus à faire la différence entre les deux. Mais au fait, ce truc m'est vraiment arrivé, ou alors c'était dans un rêve, ce genre d'impression. Ça t'arrive jamais à toi? Comme si tu parvenais plus vraiment à distinguer entre le rêve et la réalité. J'ai l'impression que cette tendance-là, elle est beaucoup plus forte chez moi. Les aiguilles explosent le cadran que chez les gens autour de moi. Je sais pas d'où ça vient, c'est sûrement de naissance. Je m'en suis rendu compte arrivé en primaire. J'essayais de parler des rêves à mes copines de l'école, mais ça intéressait personne. Aucune ne s'intéressait à mes rêves et aucune n'avait l'air d'accorder de l'importance aux rêves comme moi. Et puis les rêves qu'elle faisait, enfin au moins ceux qu'elle me racontait, manquaient de panache et de frisson. Ils n'étaient pas très palpitants. Je ne sais pas comment ça se fait.
Du coup, j'ai fini par arrêter d'en parler avec mes copines de classe. Et j'en parle pas non plus avec ma famille. Pour être honnête, j'essaye d'éviter autant que possible de parler avec eux, quel que soit le sujet. À la place, j'ai commencé à dormir en gardant à proximité un petit cahier et un crayon. Ça fait maintenant des années que ce cahier est devenu un ami irremplaçable pour moi. C'est un détail, mais pour consigner des rêves, rien de mieux qu'un vieux crayon taillé jusqu'à la corde. Ceux à qui il reste moins de 8 cm. J'en prépare toujours quelques-uns comme ça la veille que j'ai aiguisés au couteau. Les crayons tout neufs, trop longs, c'est hors de question. Je me demande pourquoi. Pourquoi j'arrive pas à écrire correctement ce qui m'arrive en rêve sans ça? C'est bizarre maintenant que j'y pense. Ce cahier, c'est mon seul ami. Et dis donc, on dirait le journal d'Anne Frank. Évidemment, j'habite pas chez d'autres gens dans une pièce dissimulée, encerclée par des nazis. En tout cas, ceux qu'il y a chez moi n'ont pas la croix gammée sur la manche. Mais ça n'empêche pas. Enfin bref, ensuite il y a eu ce fameux concours de dissertation. Et je t'ai rencontré à la cérémonie de remise des prix. C'était une des plus belles choses qui me soit arrivée de toute ma vie. Pas le concours, hein, t'avoir rencontré. Tu t'intéressais à mes rêves, tu m'as écouté avec une telle attention, c'était merveilleux. Tu sais, c'est quasiment la première fois de toute ma vie que je peux parler de mes rêves en toute liberté, autant que je veux, et que quelqu'un accepte de m'écouter, je te jure. Est-ce que j'abuserais pas un peu du mot quasiment? J'ai l'impression en tout cas. Ça m'arrive d'employer le même mot excessivement. Impossible de retenir ce mot. Je dois faire plus attention. En fait, je devrais me relire pour amender, là aussi j'ai un doute sur l'orthographe, ce texte, les textes. Mais quand je me relis, je perds patience, j'en ai assez, j'ai envie de tout déchirer en 1000 morceaux, vraiment. Ah oui, mon rêve. Il faut que je te raconte mon rêve. Dès que je me mets à écrire, je dévie sur autre chose et j'arrive pas à revenir à ce que je voulais dire. Ça aussi, c'est un de mes points faibles. Au fait, c'est quoi la différence entre point faible et un défaut? Dans ce cas, c'est correct, point faible? Enfin, ça en plus, ça n'a pas d'importance, puisque c'est quasiment, ici aussi souligné au crayon, la même chose. Bon, je reviens à mon sujet. Mais oui, le rêve que j'ai fait cette nuit. Alors déjà, dans ce rêve, je suis nu. Complètement nu. Nu comme un verre. J'ai toujours trouvé cette expression un peu bizarre, un peu exagérée. Mais en l'occurrence, elle est tout à fait appropriée parce que d'autant que je pouvais en juger, je ne portais pas l'ombre d'un morceau de tissu. Et je suis dans une grande baignoire allongée. Une baignoire blanche à l'européenne, du genre à avoir des jolis petits pieds de félin. Mais il n'y a pas d'eau dedans. Bref, je suis allongé toute nue dans une baignoire vide. Mais quand j'y regarde de plus près, je me rends compte que ce n'est pas mon corps à moi. Les seins sont un peu trop gros par rapport aux miens. Je me suis souvent dit que j'aurais aimé avoir des seins un peu plus gros. Mais cette taille-là, c'était pas naturel, je me sentais mal à l'aise. Enfin, c'était une sensation bizarre, comme si j'étais pas moi-même. Ils étaient trop lourds, je voyais pas bien en dessous. Et je trouvais aussi les tétons un peu trop grands. Je me disais que ça devrait pas être pratique pour courir, qu'ils devaient partir dans tous les sens. Que finalement, j'étais peut-être mieux avec mes petits seins d'avant. Et là, je me rends compte que mon ventre est tout gonflé. Non pas que j'ai grossi, parce que le reste de mon corps est tout maigre. Il y a juste mon ventre qui est gonflé, comme un ballon. Et c'est là que je me rends compte que je dois être enceinte. Que j'ai un bébé dans le ventre. Vu la taille, je dois en être à 7 ou 8 mois. À ton avis, à quoi est-ce que j'ai pensé en premier à ce moment-là? J'ai pensé à ce que j'allais bien pouvoir trouver à me mettre. Avec une poitrine pareille, avec un ventre gonflé comme celui-là, est-ce que j'allais trouver quelque chose à me mettre? Est-ce qu'il y a seulement des habits que je puisse enfiler? C'est normal, non? J'étais toute nue, il fallait bien que je me mette quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai été prise de panique. Est-ce qu'il allait falloir que je sorte toute nue dans la rue? J'ai tendu le cou comme une grue pour regarder dans la pièce autour de moi. Mais il n'y avait rien qui puisse faire office de vêtement, même pas une robe de chambre. En fait, il n'y avait même pas de serviette. Et c'est là que quelqu'un a frappé à la porte. Toc toc, 2 coups secs, j'ai paniqué. Je ne voulais pas qu'on me voie dans cet état. Alors que je me demandais quoi faire, tout affolé, la personne a ouvert la porte et est entrée dans la pièce. C'était une salle de bain, mais elle était vraiment gigantesque, comme un salon. Et d'ailleurs, il y avait même un sofa. Le plafond était très haut, avec beaucoup de fenêtres, d'où la lumière du soleil pénétrait largement. D'après son intensité, on devait être tard dans la matinée. Mais qui était cette personne qui est entrée? Ça, je ne l'ai jamais su au final. Je ne voyais pas son visage. Quand il a ouvert la porte, la lumière qui entrait par les fenêtres s'est amplifiée au point de m'éblouir. Je n'arrivais plus à distinguer quoi que ce soit. Juste une grande silhouette sombre qui se tenait dans l'entrée. D'après la forme, c'était sans doute un homme, un adulte très costaud. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je me couvre, étant donné que j'étais nu comme un verre, seul avec un inconnu. Mais comme j'ai écrit plus haut, il n'y avait absolument rien avec quoi j'aurais pu me vêtir. Rien, même pas une serviette, un lavabo ou une brosse. J'avais pas le choix. Donc j'ai au moins voulu dissimuler mon bas-ventre, mes parties honteuses pour ainsi dire, avec ma main. Mais elle n'arrivait pas jusque-là, parce que mes seins et mon ventre étaient trop gros et que mon bras avait nettement raccourci par rapport à la normale. L'homme se rapprochait lentement de moi, je devais faire quelque chose. Et à ce moment-là, dans mon ventre, le bébé, enfin je crois que c'était un bébé, s'est mis à s'agiter dans tous les sens. Comme si du tréfonds de leur trou obscur
3 taupes en furie s'étaient mises à sonner la révolte. Tout à coup, j'étais plus dans la salle de bain. J'ai dit que la salle de bain était tellement grande qu'on aurait dit un salon, mais cette fois, j'étais dans un vrai salon, étendu nu sur un sofa. Et pour je ne sais quelle raison, dans la paume de chacune de mes mains, il y avait un œil. C'est-à-dire qu'enfoncé au beau milieu de la paume, il y avait un œil avec des sourcils qui clignaient, des yeux avec une pupille toute noire qui me regardaient fixement. Mais j'avais pas peur. Il y avait une cicatrice blanche sur chaque œil et il pleurait. Des larmes qui coulaient en silence, terriblement tristes. Bon, je dois m'arrêter. À partir de là, ça devient vraiment dingue. Et en plus, tu vas avoir un petit rôle. Mais malheureusement, je dois sortir. J'ai un truc à faire, je dois quitter ma chambre pour un moment, donc j'arrête d'écrire, je mets les pages que j'ai terminées dans une enveloppe, je colle un timbre et je t'expédie ça. C'est la bonne orthographe. Et pourquoi je ne me sers pas d'un dictionnaire d'ailleurs? Par la poste devant la gare. J'écrirai la suite du rêve la prochaine fois et j'espère qu'elle te plaira. Et d'ici là, écris-moi aussi une lettre super longue, interminable s'il te plaît. Fin de la lettre. Finalement, je n'aurai jamais la suite de ce rêve. Dans la lettre suivante, elle parlait de toute autre chose. Elle avait sûrement oublié qu'elle avait promis de me raconter la suite. Donc au final, j'ai jamais su quel second rôle j'avais joué dans ce rêve-là. Et je le saurai sans doute jamais. Et donc vous, pour le savoir, il faudra peut-être lire le prochain roman de Murakami. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Antonin pour cette conférence foisonnante et riche à la fois, un peu comme cet extrait qui nous donne envie de lire la suite. On a peut-être le temps pour une question rapidement, pour ensuite enchaîner avec le film, si quelqu'un a une question. Oui. Ah. 2 rapides là-haut. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'aurais voulu savoir, vous avez évoqué ça plutôt au début de votre intervention, Murakami avait visiblement un rapport plutôt compliqué à la langue. Est-ce qu'il a été amené à s'expliquer là-dessus ou est-ce que vous auriez une explication à avancer? Dans quel sens un rapport compliqué à la langue? Notamment le fait qu'il ait recouru à l'anglais pour s'exprimer notamment au niveau de ses émotions, mais aussi, enfin moi je le raccroche à ça, hein, le côté sous-titre de certaines de ses œuvres, et puis peut-être un rapport à la traduction qui serait une manière de contourner le problème du rapport à la langue. Oui, il y a 2 pistes sans doute pour répondre à cette question-là. D'abord, des raisons personnelles qui sont liées à sa jeunesse et à sa personnalité. C'est des choses sur lesquelles il s'est ouvert de temps en temps. Le fait que c'était un jeune homme très introverti, qui avait beaucoup de mal à communiquer, qui est passé par des phases de plus ou moins aphasie, de plus arriver comme ça à parler. Sans doute, on peut chercher, on peut creuser de ce côté-là. Mais je crois que l'élément principal, c'est cette volonté de ne pas reproduire l'existant et de surtout pas proposer de la littérature qui soit écrite dans la même langue, dans le même style que ces grands écrivains qui étaient actifs à la même période que lui et qui étaient adoubés par l'establishment des lettres japonaises. C'est quelque chose qui a toujours horripilé Murakami, cette distinction qui est très forte au Japon, hein, dans le monde des lettres, entre ce qu'on appelle en japonais Junbungaku, la littérature pure, c'est-à-dire chez nous la littérature blanche par exemple, la haute littérature, et la littérature de genre. Et c'est extrêmement cloisonné, avec des prix différents, avec des critiques également différents, des magazines différents, et une reconnaissance sociale, littéraire, qui là aussi est très différente, avec un regard un peu condescendant sur les écrivains qui sont estampillés littérature de genre, ou qui se risqueraient à proposer des choses qui relèveraient plus ou moins ou partiellement à la littérature de genre. Et ça, c'est quelque chose dans lequel Murakami ne se retrouvait absolument pas. Cette idée de, comme ça, intégrer l'establishment littéraire une fois qu'on a eu son premier prix littéraire, comme ça se fait hein, là-bas, que ce soit le prix Akutagawa ou d'autres. Et donc son idée, c'était de se dire, bon, moi, visiblement, je m'intéresse à des choses différentes de celles de ces auteurs installés. Mes centres d'intérêt en termes littéraires, en termes artistiques, mais aussi finalement
en termes intellectuels, sont pas les mêmes. J'ai pas envie qu'on me mette dans le même sac. Et je ne veux pas non plus exprimer mes états d'âme, qui sont des états d'âme des années 70, des années 80, avec la langue japonaise littéraire forgée au début du XXe siècle. Je pense que ça, c'est probablement, à mon sens en tout cas, la raison principale qui l'a poussé à trafiquer comme ça cette langue japonaise pour en produire sa propre version. Merci. Nous avons une dernière intervention. Alors, j'arrive pas à me rendre compte quel âge a-t-il aujourd'hui. Et je vous fais carrément la prochaine question en même temps. Et je vous remercie pour nous avoir lu le texte en japonais. Comment avez-vous fait? Combien de temps il vous a fallu pour habiter la langue comme ça? Merci, je l'ai mis dans ChatGPT et puis c'était automatique. Non, c'est pas vrai. Et si vous faites ça et que vous êtes étudiant en études japonaises, attention, ça va mal se finir. Alors, il est né en 49, donc il a à peu près 75 ans maintenant, donc il est âgé, ça c'est certain, mais ça ne l'empêche absolument pas d'être tout à fait actif au plan littéraire et public également. Vous avez peut-être vu la toute première diapo que j'ai montrée. Vous le voyez dans cette belle bibliothèque. En fait, c'est la bibliothèque dédiée à son œuvre qui a ouvert il y a 1 ou 2 ans au sein de l'université Waseda à Tokyo. C'est un endroit assez intéressant où il y a les livres qui l'ont formé en quelque sorte. Il y a les traductions de ses œuvres dans toutes les langues étrangères. Et il y a des choses qui relèvent d'un fétichisme un petit peu étonnant vu de l'extérieur. Ils ont par exemple reproduit intégralement son bureau. Donc le bureau qu'il a chez lui et sur lequel il écrit ses romans, ils l'ont reproduit à l'identique dans la bibliothèque avec les petits bibelots, etc. etc. Enfin, c'est assez particulier. Pour ce qui est de l'apprentissage du japonais, je vous invite à venir suivre une licence, par exemple, de japonais dans une université. À Bordeaux, il y en a une qui est d'un très très bon niveau, me suis-je laissé dire. Moi, ça m'a pris quelques années pour arriver à un niveau correct. Et je dois dire que les œuvres de Haruki Murakami m'ont beaucoup aidé. Justement parce que c'est une langue finalement plus simple au niveau purement de la grammaire, de la syntaxe que le japonais écrit des autres romanciers, notamment de quelqu'un comme Kenzaburo Oe, qui est un des écrivains contemporains les plus difficiles à lire en japonais. Et du coup, ça m'a permis d'assez rapidement appréhender cette langue écrite, et notamment l'écriture avec les différents jeux de caractères, parce qu'il est assez sobre en la matière, il n'abuse pas trop des caractères chinois notamment. Donc je pense que si vous vous bloquez comme ça, allez 2-3 ans avec l'intégrale de l'œuvre de Murakami Haruki en japonais et vous suivez en même temps un petit DU, une petite licence à l'université Bordeaux-Montaigne, c'est bon, vous pourrez traduire exactement comme ce que j'ai fait là. Voilà. Merci beaucoup.